Salut. Alors dans ce nouveau podcast, on va parler d'art, de son milieu et de son évolution au cours des dernières années. Plus précisément, on va des réseaux sociaux et comment les canaux de diffusion et ces réseaux justement, comme YouTube, peuvent influencer et changer le paysage culturel et médiatique. Donc il y a encore une fois aucune vérité absolue dans ce que je vais dire et je prétends pas non plus être objectif, c'est impossible. Mais comme à chaque fois dans ce podcast, le but est d'ouvrir une discussion que vous pouvez prolonger chez vous, avec votre entourage, vos amis, d'ouvrir des pistes de réflexion et d'entrevoir les réponses les plus pertinentes possibles. Un peu comme si nous faisions des recherches, en fait, car tout peut encore évoluer et évolue en permanence autour de nous. Donc déjà, pour ouvrir la discussion, on va situer un peu le contexte. YouTube, Twitter, Instagram sont des médias sociaux. Alors, avant de parler du média social, qu'est-ce qu'un média au sens littéral du terme, donc la définition Wikipédia? Alors, un média désigne tout moyen de distribution, de diffusion ou de communication, d'œuvres de documents ou de messages écrits, visuels, sonores ou audiovisuels. Et on prend en exemple évidemment la radio, la télévision, le cinéma, Internet, la presse et les télécommunications. Alors aujourd'hui, on va ouvrir le débat sur plus précisément ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les médias sociaux. Et la nuance est importante. Vous voyez que le média est quelque chose de généraliste, qui s'intéresse aux justement différents médias, comme son nom l'indique, radio, télévision et l'ensemble du spectre. Et le média social, ce sont uniquement des applications web qui permettent la création et la publication de contenu. Donc c'est la particularité générée par l'utilisateur et ça connecte entre eux les utilisateurs. Donc le média social est donc un objet qui sert avant tout à diffuser. Mais on va le voir tout au long de cet audio, c'est probablement beaucoup plus que ça en fait. Car à notre époque, il a selon moi dépassé la simple fonction de support ou de plateforme qui hébergerait nos photos, nos vidéos, etc. Alors d'abord, je vous propose un petit retour en arrière, pas tellement loin au XXe siècle, pour comprendre le mécanisme de création humaine, disons moderne, et mieux faire le lien avec certains mouvements artistiques, eux, contemporains de ces dernières années. Si on y réfléchit bien, on pourrait d'une certaine manière considérer un média social comme un outil de création au sens médium, un peu comme de la peinture pour un peintre ou de la terre, du bois pour un sculpteur, par exemple. Il nous permet de fabriquer des œuvres originales et dépasse largement les sujets que l'on évoque. En gros, il y a 1000 manières de traiter le même sujet. Je sais pas, si vous prenez un sujet random, par exemple, qui n'a rien à voir, comme la musculation, vous allez vous apercevoir, si vous fouillez un peu, qu'il y a 1000 manières de traiter la musculation. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs, entre guillemets d'auteurs, ou de youtubeurs, on va dire, qui traitent de manière totalement différente ce sujet, s'en emparent. Et même si c'est pas de l'art ultime, c'est quand même quelque chose d'assez créatif. En dehors, justement, au-delà de la volonté des auteurs de faire quoi que ce soit qui ressemble à de l'art, c'est ça qui est intéressant. Alors, tout au long de ce podcast, pour appuyer notre réflexion, on va prendre en référence évidemment l'exemple le plus gros, vous l'aurez compris, qui est le plus représentatif actuellement, qui est YouTube, bien sûr. YouTube, c'est le plus gros moteur de recherche derrière Google, mais ça appartient à Google. Et donc, c'est là où les requêtes, le plus grand nombre de requêtes est tapé par jour. Enfin, l'un des moteurs de recherche, si je ne dis pas de bêtises. Alors, en l'observant de manière micro, de près, c'est-à-dire de très près, on peut y voir des vidéos principalement de divertissement sur différents thèmes. Même si vous cherchez autre chose, même si vous m'avez découvert autrement, par exemple, c'est principalement du divertissement. La vitrine est du divertissement. Musique, jeux vidéo, sport, voilà, dans multiples thématiques et multiples domaines. En prenant un peu de recul, c'est plus intéressant. La vision macro peut nous faire imaginer quelque chose d'autre. On pourrait s'imaginer mentalement, par exemple, si on fermait les yeux, le dessin d'un objet complexe et unique,
une sorte de territoire, une carte aux multiples ramifications. Si vous prenez toutes les thématiques abordées, toutes les vidéos de tous les auteurs, vous allez assister à quelque chose, on pourrait voir des espèces de routes comme ça, multiples, un tissage très très complexe. En tout cas, c'est quelque chose d'une diversité incroyable qui reflète notre besoin d'exister actuel, d'exister, notre narcissisme, en quelque sorte, pour les auteurs, et par extension de créer. On a un besoin de création intrinsèque. Peu importe ce qui nous motive, qui on est, et peu importe qu'il s'agisse d'art ou pas, en fait. C'est pas trop la question, mais on va y venir. Et cette remarque, c'est d'autant plus vrai quand on observe le réseau Internet et tous les formats qui existent. L'image fixe, le son, la vidéo. Tout le monde peut exister aujourd'hui à l'échelle d'Internet. Ce qui nous amène naturellement à établir un parallèle assez évident avec un premier mouvement artistique. C'est le pop art, bien sûr. Pop art, c'est popular art en américain. Je ne vais pas développer dans ce podcast sur ce qu'est le pop art, mais c'est un mouvement né dans les années 60 avec un chef de file qui s'appelle Warhol, que énormément vous connaissez peut-être tous. Et si vous ne savez vraiment pas ce qu'est le pop art, je vous invite à vous documenter sur le sujet. Alors au premier abord, on peut voir la création actuelle comme l'aboutissement de la pop culture et ce qui en découle. De l'idée que n'importe qui peut fabriquer des objets culturels et faire le pont entre l'information, la culture, le divertissement, et même, et c'est plus dérangeant pour certains, l'art. Donc on va voir plus tard, en quoi cela peut être dérangeant et pour qui. Donc, première particularité et première nouveauté, donc quand je vous parle de nouveauté, YouTube, ça a 5, 6, 7 ans, mais première nouveauté, avec YouTube et Internet, vous avez un accès simple, rapide et surtout quasi gratuit à la diffusion. Tout le monde peut avoir son quart d'heure de gloire, comme disait justement Andy Warhol. Et notre époque est l'illustration parfaite de ce concept. Alors c'est valable dans plein de domaines, et notamment, exemple intéressant, avec la musique, la production musicale, les vidéoclips, la création de films, les émissions radio, tout ce qui faisait les médias traditionnels. Et évidemment, tout ce qui demandait énormément de moyens matériels et humains est devenu accessible quasiment gratuitement. Ça a une conséquence, c'est que des artistes émergent sans réseau établi, juste par leur maîtrise des outils de création et de diffusion. Et j'y reviendrai après, mais c'est quelque chose de très positif pour certains et plutôt contraignant pour d'autres. On peut par exemple animer une émission, prendre la parole sans qu'on nous l'ait donné, comme je suis en train de le faire. Et cela redonne à la population, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, en fait, ses fonctions créatrices ou créatives. C'est selon moi l'un des aspects très positifs de ce phénomène. Car cela fait bien longtemps que la population, nous avions perdu le réflexe de créer. Et j'irais même plus loin que nous sommes nombreux à n'aime même plus nous l'autoriser. Alors ce phénomène d'autocensure ou de se penser nul sur le plan du dessin, de la vidéo, du chant, de toute autre activité artistique peut se résumer en une petite phrase. Nous sommes totalement incapables de nous imaginer à une autre place que la nôtre, ou en tout cas on a beaucoup de mal à le faire. Pourquoi ? En fait, il y a des raisons objectives à tout ça. En réalité, cela peut s'expliquer de différentes manières. Mais cela s'explique d'abord socialement par quelque chose qui est ancré en nous. L'idée de la division des tâches ou du travail. Donc c'est un concept qui remonte très loin historiquement et qui a été évoqué par beaucoup de gens au cours des siècles. Notamment, le premier que l'on pourrait citer, c'est le philosophe Platon. Platon qui a réfléchi à l'organisation sociale. En gros, il émet l'idée que l'organisation sociale est meilleure quand chaque individu fait uniquement ce qu'il sait le mieux faire. Chacun a une tâche dans laquelle il est spécialisé et c'est cette somme d'individualité qui créera globalement le meilleur fonctionnement social. Alors ensuite, cette réflexion autour de la division des tâches a été évoquée par pas mal d'auteurs par la suite. Et ce principe fondamental d'organisation est totalement ancré dans nos sociétés modernes et il conserve une place majeure encore aujourd'hui dans nos esprits. L'un des exemples les plus frappants étant la révolution industrielle au XIXe siècle,
Qu'est-ce que la révolution industrielle? Pour faire court, c'est une fracture, un basculement d'une société faite d'artisanat et d'agriculture à une société basée sur le commerce et l'industrie. C'est le fondement et la création, l'émergence des grandes industries. Alors cette époque est le vecteur et met en application ce principe qui nous cantonne chacun à un poste bien particulier pour devenir un maillon de la chaîne au service d'une entreprise. Et on s'aperçoit vite que ce schéma n'a pas trop bougé et est encore utilisé. Encore une fois, ce que je dis n'est pas un jugement, c'est un simple constat. Alors évidemment, cette idéologie appliquée à nos sociétés actuellement, pendant des années, voire des siècles, laisse forcément des traces dans nos comportements. Et bien sûr, pour en revenir au sujet du jour, dans notre manière d'envisager notre rapport à la création. On nous a appris à rester à nos places sur le plan social et professionnel, et nous avons beaucoup de mal à nous imaginer quelqu'un d'autre, comme je vous le disais, ou en train de faire autre chose. Alors le point positif, c'est le réveil. C'est que la jeune génération, à travers les réseaux sociaux justement, sont en train de faire voler en éclats cet héritage. Quelle que soit la qualité de ce qu'ils diffusent, je ne m'attaque pas à cette partie sur le plan de la qualité. Je ne vais pas faire le vieux con, là. Ils ont de moins en moins de complexes à créer, ça c'est une certitude, et l'histoire est en marche. Alors en ça, on peut y voir, pourquoi pas. Moi, j'y ai entrevu en tout cas un parallèle avec l'art brut. Alors en 2 mots, encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur cette catégorie dans l'art, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça, moi j'appellerais pas ça un mouvement. L'art brut, c'est un terme employé par Jean Dubuffet. Donc Jean Dubuffet, c'est un peintre bien connu qui s'est intéressé et a commencé petit à petit à collectionner des œuvres d'autodidactes en tout genre, au sens très large. Cela regroupe d'ailleurs des créations un peu hors système, de gens en marge, des créations de fous par exemple, de gens en psychiatrie, des prisonniers, des anarchistes au sens social du terme, des gens qui créent en fait sans trop savoir pourquoi, sans arrière-pensée conceptuelle, qui ne l'intellectualise pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Car ces gens se sont faits totalement, et ces créations se sont faites totalement hors du monde artistique. C'est en quelque sorte un art désacralisé, qui pourtant n'est pas moins bon que les autres, et peut-être qui s'approcherait de la forme d'expression artistique la plus pure dans sa sincérité, on va dire, si on y réfléchit bien. Alors, évidemment, la vraie différence entre le monde des réseaux sociaux et l'art brut, c'est que la majorité des contenus ne sont pas faits sans but sur les réseaux sociaux. Il existe une vraie volonté des auteurs actuels de vouloir exister en tant que petits médias ou artistes. Alors, tout ça, d'ailleurs, pour des motivations différentes, que ça soit commercial. Il y a beaucoup de gens qui en vivent aujourd'hui, ça devient un métier. Et il y a des gens qui veulent simplement être reconnus, avoir le plus grand nombre d'abonnés, la reconnaissance, la preuve sociale, etc. Mais ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est le point de départ de l'aventure. C'est toujours un marqueur. Et comme je vous le disais, ce vivier de créateurs. Car même si il a fini, et là encore l'histoire est en marche, par être récupéré par des marques, des sponsors et d'autres diffuseurs, le contenu sort d'abord de chez nous et surtout, nous n'avons besoin de personne pour le diffuser. En ça, il est totalement désacralisé, car n'importe qui peut le faire aussi bien que n'importe qui. Il y a quelque chose là-dedans, comme je vous le disais, de révolutionnaire, mais comme toutes les révolutions, cela entraîne un second problème. Qui, maintenant, est peut-être dérangé par ce phénomène? Alors, quand on y réfléchit, cette accessibilité aux médias et le fait que n'importe qui puisse réellement s'exprimer renvoie à la question évidente de l'élitisme. Parmi les milieux qui véhiculent les valeurs les plus élitistes de notre époque, on peut citer, bien entendu, le milieu de l'art contemporain. Et ça, c'est assez facile de le démontrer. L'art contemporain a exclu quasi totalement, année après année, un certain classicisme de la vie artistique et culturelle. Ça aussi, c'est historique, c'est une volonté de s'affranchir de certains codes. Selon la plupart des acteurs de ce milieu, on ne pouvait plus rien inventer en peinture, par exemple, en dessin. La nouveauté était ailleurs, dans la réinvention.
Donc, ça passait par les installations, les créations vidéo, ce genre de choses. Donc, certains protagonistes déclaraient que la peinture s'arrêtait là, certains, j'entends, pas tous, et était finalement remplacé par le concept qui suffisait à justifier l'existence d'une œuvre. Alors, Yves Michaud, à ce sujet, a un point de vue très très intéressant. Yves Michaud, pour le présenter brièvement, c'est un philosophe qui a beaucoup écrit sur l'art. Et l'intérêt, c'est qu'il a aussi du vécu. Il a notamment vécu ce milieu un peu de l'intérieur. Il a été directeur de l'École nationale des beaux-arts dans les années 90, je crois. Et je ne vous recommanderai pas aujourd'hui de bouquins en particulier parce qu'il y en a pas mal, mais je vous parlerai plus longuement dans un autre épisode de certains bouquins de Michaud parce qu'à mon sens, ça peut être quelque chose, un point de vue assez intéressant. Alors, pourquoi intéressant ? Parce qu'il porte un jugement justement assez critique sur le milieu de l'art et les institutions. Et donc, pour en avoir fait partie, il connaît bien le sujet et le sujet de l'intérieur. Il dit que finalement, l'art contemporain, sous couvert d'être avant-gardiste ou libre, ce qui différencie l'art contemporain des autres mouvements picturaux par le passé, c'est qu'il ne véhicule plus de critères esthétiques. Tout est remplacé par le discours, et avec un bon discours, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, tant que l'œuvre sur le marché se porte bien. Alors, qu'on mette les choses au clair, cette vision spéculative existe depuis très très longtemps dans l'art. Et elle a existé bien avant l'art contemporain. Mais aujourd'hui, elle est, je dirais, à son apogée. Je vais vous donner un chiffre simple. En 2019, 5 artistes dans le monde ont fait 25% du volume des enchères. Je crois que c'est les chiffres de 2018 ou 2019. Et une cinquantaine d'artistes font le gros du marché de l'art. Quand vous entendez ça, vous comprenez vite que l'art est un moyen d'investir. On investit sur les meilleurs chevaux. Les gros portefeuilles investissent aussi bien dans l'immobilier que dans l'art. Alors, attention, ça ne veut pas dire non plus que toutes les galeries et les artistes font partie de ces catégories. Il y a aussi de petits acteurs, des gens qui n'en vivent pas, qui continuent à créer, et ça, je ne les oublie pas. Mais on peut estimer que 80% des œuvres sont achetées par des gens qui spéculent et sont stockées même sans être vues. C'est le top des marchés financiers. Alors, selon Michaud toujours, Michaud a établi des catégories et finalement 3 critères principaux mis en avant par l'art contemporain. Donc pour qu'une œuvre soit viable, c'est le premier critère, et combien ça vaut ? Est-ce que la spéculation est possible ? Le second critère pris en compte, c'est est-ce que ça attire du monde ? Donc, il y a un lien là avec l'aspect du divertissement, la case divertissement. Troisième point, et nouveau critère au critère qui revient dans l'art actuel, c'est le retour à l'ordre moral, le moralisme. Par exemple, je vous donne un exemple simple, quelles sont les valeurs véhiculées ? Si elles sont écolo, par exemple, elles vont dans le sens d'une certaine morale, et donc c'est un vecteur, c'est un facteur qui va aussi plaire au marché. Donc je ne dis pas que c'est mal d'être écolo et que tous les écolos sont corrompus, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est encore une fois une catégorie évoquée par Michaud, on peut être plus ou moins d'accord avec lui, mais effectivement le fait que ça véhicule de bonnes valeurs peut être un tremplin et peut accélérer le mécanisme du marché et favoriser le marché et la vente. Alors ces catégories, on peut les discuter, mais cela peut permettre d'établir un parallèle entre le monde de l'art, milieu assez fermé, et le monde YouTube, donc qui est plutôt ouvert aujourd'hui, et ça, c'est très intéressant. C'est peut-être une sorte de pont entre l'art, le divertissement et le commerce. Alors moi, j'avais un ami qui était aux Beaux-Arts dans les années 2000, et il y avait dans son cursus, ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait dans son cursus aucun ou très très peu en tout cas d'apprentissage technique ou académique. Donc l'école des beaux-arts de Paris. Selon mes infos, à part quelques cours de nu, peut-être encore le cas aujourd'hui, on devait et on doit toujours exprimer son trait comme on l'entend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage. C'est toujours cette notion de liberté qui est mise en avant plus que de savoir-faire en fait. Le côté artisan est contraire à la logique de
de l'artiste, selon, n'est en tout cas pas encouragé. Pourtant, certains élèves, dont mon ami à l'époque, auraient souhaité avoir davantage de bases et de connaissances techniques. Donc, il se les est faites après lui-même. S'il écoute ce podcast par hasard, je le salue. Il se les est faites lui-même, mais il aurait aimé avoir des bases et des connaissances techniques pour justement ajouter des possibilités à sa création. C'est-à-dire la connaissance technique et la connaissance tout court augmentent forcément vos libertés. Plus on maîtrise quelque chose et on le connaît, plus on peut s'affranchir ensuite de ses codes. Donc en ça, on peut établir la conclusion que l'art institutionnel, celui qui a été mis en avant par les institutions, était davantage basé sur la liberté et le concept. En réalité, la question de la rencontre et de la compréhension entre l'art contemporain et le public lambda, c'est-à-dire vous, moi, monsieur et madame tout le monde, qui ne sont pas des initiés, n'est pas un sujet majeur. Ce type d'art est réservé, pour les raisons qu'on a évoquées, aux bonnes personnes, un certain public seulement, ayant un profil d'initiés, ceux qui en vivent, évidemment, ceux qui le font et qui en vivent, et un profil d'investisseurs, ceux qui le font vivre. Donc, cercle assez fermé. Alors, depuis l'arrivée des mouvements abstraits en peinture et l'apparition aussi et surtout de la pop culture dans les années 60-70, où le marché, évidemment, est de plus en plus présent, il y a un mépris des conventions, mépris du beau, du savoir-faire, de l'esthétique, par des objets détournés. On peut citer d'ailleurs les surréalistes, on peut citer Duchamp, l'urinoir, etc. C'est souvent un exemple qu'on prend, mais c'est un exemple assez valable. Tout est effectivement ce mépris des conventions et des codes, soi-disant, parce qu'après c'est aussi très codifié. Tout est remplacé par le message, comme on le disait, et le discours artistique. La règle, c'est qu'il n'y a justement plus de règles. C'est un discours que beaucoup ont vu comme une opportunité en s'empressant d'endosser, le costume d'artiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'art, comme dans beaucoup de milieux, la roue tourne et il y a des cycles. Les tendances vont et viennent comme les modes au gré du marché aussi. Certains artistes pop américains des années 70, je reviens à la culture populaire américaine parce que c'est selon moi un point de bascule, sont revenus à la figuration, et même pour plusieurs raisons, mais souvent par opposition au mouvement abstrait aussi. On sortait d'une grande période des années 50 avec des peintres expressionnistes, abstraits, des choses basées sur la gestuelle, tout ce qui est action painting, représenté par des gens comme Pollock, par exemple. Mais ces artistes, pour les citer, vous avez Ralph Goings, Richard Estes, Gérard Richter, peut-être un peu plus connu, sont reconnus donc pour leur travail hyper réaliste d'après photo, donc photoréaliste. Alors ces gens-là s'inscrivent quand même dans une esthétique pop art, par le choix de leurs sujets. C'est toujours des sujets assez modernes, en rapport, en lien avec la société de consommation, en fabriquant des images un peu kitsch, si vous voulez. La boîte de sauce tomate par Warhol, beaucoup ensuite l'ont peinte différemment, avec des scènes dans des snack bars américains, des natures mortes faites avec des boîtes de ketchup. Vous voyez l'idée, quoi. Tout ça pour dire qu'il est très compliqué de trouver à l'heure actuelle des peintres reconnus ayant, d'un bout à l'autre, eu et conservé un style à la fois classique, au sens académique du terme, j'entends, et un style à la fois aussi personnel. Alors il y a un nom quand même qui me vient à l'esprit, c'est Antonio López Garcia. C'est un peintre espagnol qui aujourd'hui n'est plus jeune, il a plus de 80 ans, et qui possède un style réaliste, mais aussi son style. Il s'est inscrit dans l'histoire de l'art et de la peinture sans justement être influencé par aucune des cultures citées auparavant, la pop culture ou autre mouvement. Pour ma part, je ne suis pas spécialement attaché à la technique ou au réalisme. C'est pas une éloge, je ne veux pas une éloge de la technique et du dessin classique. C'est pas du tout ça. Mais il est intéressant de voir comment l'œuvre de López Garcia, pour le citer, va à l'encontre de toute mode et critères mis en avant par les tendances artistiques. Donc les critères mis en avant par l'art contemporain, on les a vus, et l'œuvre de López Garcia coche les cases inverses. Une technique
quasi parfaite en dessin comme en peinture, une volonté esthétique précise, évidente, qui se traduit par le choix des couleurs, par exemple, qu'il utilise, une palette harmonieuse, une peinture sobre, sans artifice ni fioriture. Il peignait un peu le réel, quand même, d'une certaine manière. Il a fait des vues de Madrid, il a fait aussi des portraits. Il a fait un travail pas seulement réaliste, mais toujours d'une grande précision. Son travail parle pour lui, en fait. Mais plus dérangeant, il est capable, par son aspect, de traverser les époques et de parler à un public de non-initiés. Imaginez un tremblement de terre, il n'existe plus rien, et on déterre une sculpture de Jeff Koons. Encore une fois, j'ai rien contre Jeff Koons, c'est assez malin comme travail. Est-ce que, finalement, 300, 400, 500 ans après, on va se dire c'est une œuvre artistique absolument magnifique? Si on réussit à conserver un Lopez Garcia, par exemple, et qu'on voit une vue de Madrid, on se dira immédiatement, tiens, c'est un artiste qui a conçu, qui a un grand savoir-faire, et on va davantage, peut-être, c'est une supposition, peut-être respecter ce qu'il a fait. Je ne suis pas objectif, encore une fois, mais finalement, je vous pose la question et je vous renvoie la question. La modernité, en général, c'est pas la modernité d'il y a 10 minutes, c'est ce qui résiste le mieux à l'épreuve du temps. Internet et les grosses plateformes ne s'adressent donc plus à un public d'initiés. Et ce, bien plus que tous les mouvements artistiques modernes créés jusqu'à maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que devant la rapidité des phénomènes, le marché doit s'adapter pour récupérer les meilleures pépites qui émergent et rester à l'avant-garde. Alors pour prendre l'exemple intéressant de la musique, les maisons de disques, elles, s'empressent de signer des artistes comptabilisant le plus grand nombre de vues. En leur offrant en échange, il y a forcément une monnaie d'échange, une distribution à grande échelle, dans des magasins physiques auxquels les auteurs n'ont pas accès, les créateurs n'ont pas accès. Une diffusion promotionnelle encore plus large, par des passages en radio, et des avances financières confortables. Pas toujours confortables, mais immédiates en tout cas. Mais certains ont compris les enjeux et ont compris qu'ils pouvaient s'affranchir de ce vieux modèle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réfléchi, ils ont fait leurs calculs, et peut-être que ça n'était pas si intéressant sur le long terme, et qu'en s'organisant en autoproduction et en montant leur propre structure ou label, c'est eux qui font aujourd'hui la tendance et c'est eux qui mènent le jeu. Et donc on peut imaginer d'ailleurs dans l'art plastique que le même type de dynamique existe. C'est d'ailleurs le cas. Certains artistes n'ayant pas forcément droit aux biennales, aux grandes galeries, et n'ayant pas leur place dans les réseaux traditionnels, commencent à s'organiser un peu de la même manière pour assurer leur promotion. Alors, l'autre point de bascule dont on n'a pas encore parlé, qui crée de vraies opportunités, qui fait l'émergence d'artistes ou de créateurs inconnus, des médias traditionnels principalement, c'est l'apprentissage. Vous avez tous cliqué sur cette fameuse vidéo random basée sur le comment. Comment faire telle ou telle chose. Comment dessiner un chat, comment nettoyer sa machine à café, changer une chasse d'eau. Comment tourner une vidéo et avoir un bon éclairage. Et si vous voulez aller plus loin, il est possible de suivre des cours des plus grandes universités à travers le monde. Si vous allez sur un site comme Coursera, par exemple, vous avez accès aux cours de Stanford, de Oxford, des plus grandes universités. Et énormément de ressources sont gratuites. La vraie révolution, en fait, de tous ces médias et de tous ces contenus, c'est l'accès à l'apprentissage. C'est une chance absolue d'avoir à portée de clic cet accès direct à la connaissance. Ça ne durera peut-être pas, mais c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Si elle ne se fait pas bouffer par les recommandations et les algorithmes, qui est le revers de la médaille de tout ça, on pourra en parler, ça fait l'objet d'un autre podcast. La jeune génération occidentale et même des pays émergents est beaucoup mieux armée pour se former dans tous les domaines. Donc, je vous parlais d'algorithmes, il y a peut-être deux facettes sur ces réseaux sociaux et YouTube, ce que l'on y voit et ce que l'on consomme de manière passive, c'est-à-dire que ce qui nous est donné à voir, et ce que l'on peut apprendre, chercher et faire avec dans sa poche quelques idées.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Je suis loin, évidemment, d'avoir fait le tour du sujet. Il y aurait peut-être 12 podcasts à faire. Celui-ci, à mon sens, ouvre d'autres portes et m'a donné pas mal d'idées pour ma part. Alors avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez vraiment, vraiment apprécié cette discussion, recommandez ce podcast à une personne de votre entourage au moins. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode. Salut!